Avec une nouvelle thématique, quelle stratégie pour la filière d'ici 2030? C'est un peu la vision qui nous guide depuis ce matin. Alors j'appelle à la tribune Joséphine Izard, chef de projet chaleur renouvelable et rénovation énergétique à la DGEC. Wilfried Haché, chargé de projet énergie renouvelable à la région Occitanie. Laetitia Brottier, qui est vice-présidente solaire bâtiment du syndicat Enerplan. Et également Daniel Munier, directeur délégué solaire et innovation, responsable de l'agence de Lyon de l'entreprise Planer France SA. Merci à tous les quatre d'être présents parmi nous. On va commencer avec vous, Joséphine Izard. Donc je répète, vous êtes chef de projet chaleur renouvelable et rénovation énergétique à la DGEC. Nous allons évoquer ensemble les évolutions de la stratégie française à horizon 2050 en matière de chaleur solaire. Alors dans quel cadre se déploie aujourd'hui la filière solaire alors que la PPE est actuellement en cours de révision? Je crois que c'est la grande problématique pour vous aujourd'hui ce matin, c'est-à-dire que vous allez nous parler d'une chose qui est en travaux et donc suggérer et nous aider à comprendre. Oui, tout à fait. Vous avez la parole. Je pense qu'il faut d'abord rappeler le cadre très large dans lequel s'inscrit le développement de la chaleur renouvelable et notamment de la filière solaire thermique. Ce cadre, pour les années à venir, ce sera la stratégie française énergie-climat, dont les travaux sont en cours d'élaboration et qui a fait l'objet d'une première consultation du public. Cette stratégie française énergie-climat, elle doit réduire à très court terme nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Voilà, donc les travaux sont en cours. En termes pratiques, cette stratégie française, elle donnera lieu à l'adoption d'une loi de programmation énergie-climat l'an prochain, qui sera ensuite déclinée en mesures et actions très concrètes. Voilà. D'accord. Alors comment les dispositifs de rénovation énergétique accompagnent aujourd'hui la filière solaire? Alors juste avant, j'aimerais quand même faire un état des lieux. Allez-y. Je vais simplement rappeler qu'on a déjà des objectifs à horizon 2030 Absolument. qui sont structurants pour l'ensemble de la filière chaleur renouvelable, mais ça concerne notamment le solaire thermique. Donc à horizon 2030, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, elle fixe déjà deux grands objectifs. Premièrement, atteindre 38% d'énergie renouvelable dans la consommation finale de chaleur à horizon 2030. Et deuxièmement, multiplier par 5 entre 2012 et 2030 la quantité de chaleur et de froid renouvelables livrés par les réseaux de chaleur et de froid. Voilà. Donc vous avez dit entre 2012 et 2030. Alors ça, c'est pour l'objectif qui concerne vraiment les réseaux de chaleur et de froid. Ouais. Mais sinon, on a un objectif en termes de pourcentage des énergies renouvelables dans la consommation finale de chaleur, qui lui est un objectif absolu. Et on cherche à atteindre 38%. Et où en est-on du coup alors il y a déjà 10 ans de passé. Je sais, la question est un peu embarrassante. Alors cette part des énergies renouvelables dans la consommation finale de chaleur, elle a progressé ces dernières années de manière importante. On est arrivé à 23% en 2020 d'énergie renouvelable dans la consommation finale de chaleur. Et elle doit donc augmenter pour atteindre 38% en 2030. D'accord, donc il faut vraiment passer la surmultiplier. Il y a une accélération prévue. Il faut se donner les moyens. Du développement de la chaleur renouvelable. D'accord. D'accord, je reviens à ma question donc, sur les dispositifs de rénovation énergétique qui accompagnent aujourd'hui la filière solaire. Oui, alors il y a plusieurs aides à la rénovation énergétique au sens large qui concernent notamment la filière solaire thermique. Alors elle varie selon les secteurs. Dans le secteur résidentiel, notamment dans les logements individuels, c'est-à-dire les maisons individuelles, les parties privatives de logements collectifs, il y a l'aide MaPrimeRénov', qui est une prime qui est versée par l'Agence nationale de l'habitat à la fois aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. Et dans le cadre du plan de résilience qui a été annoncé en mars dernier, les primes, enfin les forfaits pour les équipements de chaleur renouvelable, pour certains équipements de chaleur renouvelable, et notamment les systèmes solaires combinés, ont été augmentés de 1 000 €. Il y a également les aides des certificats d'économie d'énergie et l'éco-prêt au zéro en logement individuel qui s'adresse aux propriétaires et dont le montant a été augmenté de 30 000 à 50 000 € maximum en 2022. Après, on a les secteurs du logement collectif et du tertiaire. Dans le logement collectif, on a l'aide MaPrimeRénov' copropriété pour des travaux de rénovation énergétique. On a également des aides C2E et un éco-prêt au zéro copropriété qui, lui, peut être mobilisé par le syndicat de copropriétaires. Et dans le logement collectif comme dans le tertiaire, on a des aides C2E et surtout les aides du fonds chaleur, qui sont à la fois des aides à l'accompagnement et des aides à l'investissement, et qui concernent donc les chauffe-eau solaires individuels en Outre-mer, en métropole, les systèmes solaires combinés et les pompes à chaleur solaire. Et dans le cadre du plan de résilience, le budget du fonds chaleur a été augmenté en 2022 et il passe à 520 millions d'euros.
Et par conséquent, il y a des mesures qui ont été décidées pour la filière solaire. Vous avez quelques annonces à nous faire? Oui, en juin 2022, il y a quelques changements. Donc, premièrement, l'abandon du critère sur le coefficient d'énergie primaire pour les bâtiments neufs. Et deuxièmement, une augmentation de 25% de toutes les aides forfaitaires. Il faut savoir que le Fonds Chaleur propose à la fois des aides forfaitaires et des aides qui sont déterminées par analyse économique selon la taille des installations. Donc on est vraiment dans une logique d'accélération, parce qu'il y a eu un état d'urgence aussi. Tout à fait. Les deux grands enjeux sont d'atteindre les objectifs climatiques et de réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées. C'était le sens du plan de résilience économique et sociale. D'accord. Un mot sur le plan d'urgence solaire dont vous avez pris connaissance, d'Enerplan, et dont on va parler avec Laetitia tout à l'heure. Alors, je laisserai Laetitia présenter ce plan de chaleur solaire. Et on vous fera rebondir après dessus, alors. Mais effectivement, il se décompose en deux volets, donc un volet électrique et un volet thermique. Et bon, il doit être comparé à d'autres scénarios prospectifs qui ont été réalisés ces derniers mois. Je pense notamment au scénario Transition 2050 de l'ADEME, dans lesquels on voit que la part du solaire thermique augmente, avec une surface en millions de mètres carrés qui varie selon les scénarios, les 4 scénarios, entre 7-8 millions de mètres carrés et 18 millions de mètres carrés installés. Donc voilà, après il y a un exercice comparatif qui doit être mené, mais tous ces scénarios vont dans le sens d'une augmentation de la capacité installée. Sans oublier aussi l'économie, l'industrie, une réindustrialisation de l'Europe, de la création d'emplois. J'imagine que tout ce que vous faites sous-tend aussi ces données économiques, industrielles et de réindustrialisation de l'Europe. Tout à fait, c'est un constat qui concerne en fait de nombreuses filières de chaleur renouvelable, c'est-à-dire qu'en fait on cherche à promouvoir des énergies décarbonées, locales, qui sont créatrices, comme vous le dites, d'emplois locaux. Donc effectivement, la chaleur solaire a toute sa place à jouer dans cet objectif. Et qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer les professionnels qui sont là aujourd'hui, que la DGEC est vraiment, j'allais dire, très concentrée sur le développement de la chaleur solaire en France, que vous impliquez énormément sur ce développement-là? Oui, tout à fait. On travaille à titre personnel sur la chaleur renouvelable. Ouais. Et donc, on travaille également sur d'autres filières comme la géothermie, la biomasse, ces choses-là. Mais la chaleur solaire. J'ai eu quelques indications qui me disent qu'il faudrait staffer un peu les équipes. Alors, vous êtes là et c'est très sympa. Il faudrait un petit peu plus de monde peut-être aussi pour vous aider. En tout cas, on suit attentivement les travaux sur la stratégie française énergie-climat. Et on ne manquera pas de revenir l'année prochaine avec d'autres compléments. Voilà. Bon, mais en tout cas, on vous félicite. Merci beaucoup. Merci je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Wilfried Haché, chargé de projet énergie renouvelable à la région Occitanie. Donc avant de faire un petit focus sur les aides régions, est-ce que vous pouvez revenir, je vous prie, quelques minutes sur le scénario de la région énergie positive et sur la place du solaire thermique au sein de ce scénario, peut-être? Oui. Ouais. Oui, pourquoi pas, oui. Vous avez la petite zapette, regardez. Hop. Ah, très bien, oui, c'est voilà. ça. Est-ce qu'on peut avoir la présentation? Ouais, merci beaucoup. Merci. Donc pour rappel, la stratégie région énergie positive, c'est un petit peu le volet énergétique du SRADET pour la région. Et il a été élaboré, proposé en 2016 et élaboré ensuite en 2017 à partir de collèges d'experts qui sont venus travailler sur ce scénario. Et on voit ici la trajectoire. Donc au départ, en tendanciel, c'est les courbes orange et vert en pointillé. On voit qu'on allait couvrir à horizon 2050 à peu près un tiers des consommations par des productions locales et renouvelables. Et donc la trajectoire qui est proposée, c'est de travailler à la fois donc, sur la consommation, mais aussi sur la production pour parvenir en fait, à cet équilibre en 2050. Donc ça correspond à diviser par 2 la consommation d'énergie par habitant et multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable, donc tout vecteur confondu. Et on a mis en place en parallèle également un outil d'observation pour pouvoir suivre donc cette progression. Après, si on regarde peut-être un peu plus en détail la place, on va dire, du solaire thermique dans ce scénario, c'est un scénario qui est élaboré, je vous répète, en 2017, avec les chiffres de 2017. C'est aussi, je pense, une trajectoire qu'il faut
qu'il faut revisiter, qui doit être vivante, parce qu'on voit bien qu'avec les événements actuels, avec le contexte énergétique, la place du solaire thermique ne sera peut-être pas celle qu'on voit ici. Ça correspondait quand même dès 2015 à une multiplication par 6 de ce qui était installé par rapport à pour l'horizon 2050. Et alors, je voulais également faire un petit mot sur un réseau qu'on a mis en place sur la chaleur renouvelable. Je sais qu'il y aura un moment où il sera un peu plus détaillé un peu plus tard, mais juste pour vous dire, au départ, on avait un réseau qui était centré sur le bois énergie. Et avec l'ADEME, en 2018, on a demandé à colorer un peu ces missions, donc bois énergie, autour d'autres énergies thermiques renouvelables, donc à savoir la géothermie et le solaire thermique. Et on les a vraiment transformés dès 2021 à l'ensemble de ces trois énergies. Et donc aujourd'hui, elles sont les différentes personnes qui œuvrent dans ces missions d'animation proposent un conseil technique de premier niveau aux maîtres d'ouvrage qui sont des entreprises, des collectivités, pour développer des projets de bois énergie, de géothermie, mais aussi de solaire thermique. Donc ils ont eu des formations pour justement arriver à proposer des conseils. Et ils aident aussi au dépôt de demande de subvention. J'ai entendu le message que c'était compliqué de déposer. On a aussi ici des personnes qui vont pouvoir accompagner justement les porteurs de projets dans leur dépôt de dossier, que ce soit à l'ADEME ou à la région. Il y a besoin de communication aussi, hein. Ça a souvent été rappelé. De communiquer aussi sur communiquer, oui, de faire la promotion de cette énergie. La promotion, absolument. Alors après, rapidement, parce que c'est pas forcément très intéressant, c'est aujourd'hui l'aide solaire thermique qu'on propose en région. Donc elle est centrée aujourd'hui sur les installations collectives centralisées. Et on a une aide qui est aujourd'hui à 50% du coût, qui est cumulable également avec l'aide du fonds chaleur. On le verra avec Adrien Vasilevski voilà. tout à l'heure. L'autre partie donc pour l'aide fonds chaleur qui est elle forfaitaire. Nous on est sur une aide au coût, donc on se complète bien, on est complémentaire là-dessus, et on a émis un plafond qu'on avait mis à 1 200 € hors taxe du mètre carré par capteur pour éviter des effets d'aubaine malheureusement qui sont souvent avec les aides. Et donc ça fonctionne bien, vous arrivez à... Alors on verra un peu plus tard, ça fonctionne bien, je n'irai pas jusque là. Pardon. Non, on a assez peu de dossiers, très honnêtement. Hein. Donc il faut communiquer davantage. J'ai un bilan que je pourrais éventuellement revenir dessus, mais depuis les 6 dernières années là qu'on a mis en place ce dispositif, on a passé, je crois, 28 installations. Donc il y a 3 millions d'euros d'investissement, et pour lesquels on a donné 700 000 €, je crois. Voilà. Ça avait été évoqué par Céline Vachet aussi. On a eu un certain nombre de contre-références ici en région, et quand on a mis en place nos dispositifs, on a voulu prendre quelques garde-fous. Donc on s'est reposé beaucoup sur les recommandations SOCOL, à la fois sur les schémas hydrauliques, sur les calculs de dimensionnement, et aussi on a souhaité exiger la mise en service dynamique de l'installation. Alors peut-être que tout ça, je peux l'entendre, ça a freiné un certain nombre de porteurs de projets à déposer, et ça explique en partie, mais c'était l'idée de ne pas reproduire les contre-références, parce qu'on sait qu'une contre-référence, ça vaut 10 installations qui fonctionnent, malheureusement. Un équilibre à trouver difficile entre la qualité et la massification. Après, les besoins de qualité et la massification. Aujourd'hui, on voit que le contexte énergétique est en train de changer. On réfléchit à ouvrir cette aide à d'autres vecteurs. Aujourd'hui, on n'est que sur l'eau chaude sanitaire. Donc c'est peut-être un petit peu trop restreint. On voit qu'il y a des marchés qui peuvent se développer sur la chaleur industrielle, l'associé au réseau de chaleur. Donc on va, je pense, essayer de travailler à un dispositif qui sera plus ouvert sur ça. J'en ai fini, je crois.
La présentation peut-être sur les critères d'éligibilité. Mais je l'ai plus ou moins évoqué. Hein, ouais. Voilà. On a une productivité qu'on a souhaité à 450 € du kilowattheure par mètre carré par an de capteurs. Je crois que c'est la même que celle de l'ADEME. Quand on a mis en place le dispositif, on était aligné avec ceux de l'ADEME. Ceux de l'ADEME changent après tous les ans. Nous, on est resté stable depuis. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien. Bon. Et là, on attend aussi de passer la surmultiplier. Hein. On a entendu. Voilà, je pense qu'il faut. Agnès Langevin. Il faut multiplier effectivement les travaux sur la chaleur renouvelable et notamment sur le solaire. Parfait. Merci beaucoup, Wilfried Haché. On peut l'applaudir. Laetitia Brottier, c'est à vous. Vous êtes vice-présidente solaire et bâtiment du syndicat Enerplan. Enerplan a travaillé sur un plan d'urgence solaire autour d'une vision à 2030-2050. On évoque les objectifs de ce plan. Ouais. Oui, je crois qu'il est assez peps. Hein. Là, pour le coup, vous avez des objectifs qui semblent irréels, même pour tout vous dire. Mais déjà, je vais juste me permettre de rappeler le contexte. Allons-y. Parce que on parle souvent de la chaleur solaire comme étant finalement un peu la dernière roue du carrosse, pas trop d'installation. Au final, ça s'explique quand même facilement. On avait un prix du gaz en euros par mégawattheure inférieur à 20 € par mégawattheure. Donc on a beau être vraiment très peu cher comme énergie renouvelable, puisque si on parle du photovoltaïque, quand on est autour de 100-500 kW crête, donc c'est déjà pas mal de mètres carrés, hein, on est à 98 € le mégawattheure d'aide pour que ça soit des installations rentables. Nous, en solaire thermique, on n'est pas du tout à 98 € le mégawattheure, on est plutôt à 35, 40, 45 maximum euros par mégawattheure sur ces surfaces-là. Donc on était beaucoup moins cher que le photovoltaïque. Alors pourquoi ça ne se sait pas? Parce que 40-45 € le mégawattheure par rapport à 20 € le mégawattheure en gaz, bah, ça passe pas. Enfin, il faut des taux d'aide très importants. Et puis, c'est pas vraiment sexy de se dire qu'on va payer 2 fois plus cher ces mégawattheures de chaleur. Donc, aujourd'hui, le contexte est complètement différent. Là, je le regardais ce matin, le prix en euros par mégawattheure du gaz futur, donc on parle à 2 ans, pas aujourd'hui, hein, sur Calendar plus 3, donc 2025, il est passé à 47 € le mégawattheure. Donc on change de monde. En fait, le solaire thermique, c'est pas la petite solution pour ceux qui veulent vraiment mettre un peu de RSE pour leur entreprise. C'est vraiment aujourd'hui un point majeur de rentabilité pour leur quotidien et leur énergie. Donc, on va changer de monde pour le solaire thermique, j'allais dire enfin. On va passer à ce qu'a connu le photovoltaïque avant, à la parité. Et ça change complètement la dynamique du secteur. Donc, en connaissant ce contexte et avec cette notion d'urgence qui arrive, alors on parlait de précarité, c'est une urgence sociale aussi, puisqu'en fait, on voit qu'il y a des gels aujourd'hui qui sont décidés politiquement. Un jour, ils vont devoir être levés. On ne peut pas aller contre les marchés indéfiniment, mais on va avoir des citoyens qui vont souffrir, qui ne vont pas pouvoir se chauffer. Donc, on a une vraie solution à leur apporter et il y a une vraie urgence à l'apporter. C'est une urgence à la fois sociale, mais aussi finalement énergétique, parce que tout ce gaz qui manque, il va bien falloir se fournir. Enfin, on ne va pas juste arrêter de se chauffer parce qu'on a une crise en Ukraine et c'est vraiment important d'avoir en fait un minimum de chauffage dans nos vies. Donc on a ça. On sent votre enthousiasme pour le coup. Et j'allais dire tant mieux parce que communicatif. C'est enfin un vrai atout. Finalement, on passe d'une question de comment on va faire pour avoir un peu plus d'énergie renouvelable, de plan climat. Et là, c'est vraiment une question qui va être double. Comment on va pouvoir avoir une économie française qui va tenir la route et le solaire peut participer à ça. Alors, ce qu'on a proposé, c'est que puisque maintenant on devient à parité et qu'on a vraiment un intérêt massif de la France économique à nous inclure dans leur vision énergétique, le solaire thermique, on propose une vraie accélération. Donc, on est à moins de 100 000 m² de capteurs cette année, c'est rien. Et l'objectif, du coup, qu'on propose, c'est de passer d'ici 2025-2026, parce qu'on avait proposé beaucoup de mesures qui ne sont pas encore actées, donc pour 2025, c'est un peu juste. Donc, 2026, de passer à 2 millions de mètres carrés de solaire thermique par an. Voilà.
Wow. tout simplement. Donc il y a 100 000 aujourd'hui. Alors je crois qu'il y a votre présentation qui arrive aussi. Oui, on a fait l'effort de ventiler en fait par secteur, par technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui la chaleur solaire c'est quand même assez varié. On a finalement beaucoup de technologies, beaucoup de tailles d'installation. Donc on a à la fois le segment des particuliers qui démarre déjà fort, puisque on voit MaPrimeRénov' qui a été l'outil qui a vraiment été déployé par les pouvoirs publics pour changer de braquet sur la rénovation énergétique des bâtiments. C'est quand même un succès aussi pour le solaire thermique. Il faut savoir que le solaire thermique est passé dans le top 3 des gestes au début de l'année 2022 pour MaPrimeRénov'. Donc on a un mécanisme enfin, on va dire, à la hauteur du nombre de dossiers qu'il faut traiter, et la filière répond présente. On a par contre d'autres mécanismes qui ne sont pas encore du tout dans cette dynamique. Enfin, voilà, on parlait du fonds chaleur, typiquement, vous en avez fait 5 par an au niveau Occitanie. C'est normal parce qu'il y avait une soixantaine de dossiers par an. 60 dossiers par an? Une soixantaine, alors je ne sais pas, peut-être ça arrête à 100 un jour, mais ça devait être une exception. Donc sur la France entière. Donc en fait, c'est pas une filière, ça. Enfin, je veux dire, oui, d'accord, on est dans nos garages, mais là, on va devenir une industrie. Enfin, je veux dire, l'automobile, peut-être, cette industrie défendue par la France, ça sera peut-être le solaire thermique demain. On a vraiment des atouts majeurs en France parce qu'on a déjà des industriels. On parlait de balance commerciale bénéficiaire, donc c'est un point clé au final. On sait déjà les produire, nos capteurs, donc on peut augmenter les volumes. On a aussi un point clé, c'est qu'il faut savoir qu'au niveau des qualifications, il y a plus de personnes qualifiées solaire thermique que de personnes qualifiées solaire photovoltaïque aujourd'hui chez Qualité ENR. Ah oui. Donc c'est... Alors pourquoi? Parce qu'on se demande en fait pourquoi il y a autant de gens qualifiés. Alors c'est historique, mais aussi il faut savoir qu'on a à peu près beaucoup d'installateurs qui font une installation par an. Et ben c'est simple, ces installateurs là, bientôt ils font 100, 200 installations par an. Ça va être complètement leur business premier. En tout cas, on a ce vivier-là de personnes qui savent déjà faire. De une par an à une par semaine, en gros, quoi. Ou 2 par semaine. Et ben voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment cette capacité finalement à changer d'échelle. On a vraiment par contre un besoin on va parler concrètement. Hein. Quand l'ADEME traite aujourd'hui difficilement 60 projets par an, c'est pas qu'ils sont malveillants ou qu'ils sont incapables. Pas du tout. On a des gens vraiment très intelligents, brillants en face. C'est pas du tout le problème. Seulement, la manière dont c'est structuré, ce qu'on nous propose de faire, a beaucoup à apprendre, et là je vais prendre ma casquette énervement en ensemble, c'est-à-dire a beaucoup à apprendre du photovoltaïque. En photovoltaïque, on a eu cette croissance, cette dynamique qui a explosé. On est passé oui, le photovoltaïque, ça fait des fuites, ça brûle, enfin, on a eu aussi des malfaçons en photovoltaïque, mais non, mais en fait, c'est complètement incontournable, on va faire 10 gigawatts par an très bientôt. Enfin, donc, cette dynamique, quand le marché est présent, quand c'est rentable, c'est pas une question de est-ce qu'il y en a un ou deux qui ne marchent pas. Mais par contre, cet enjeu de qualité, il est nécessaire et on n'a aucune filière qui peut être viable si nos installations sont majoritairement déficientes. Comment on l'a réglé en photovoltaïque, c'est simple. On s'est dit non, mais c'est pas les gens qui traitent les dossiers administratifs qui doivent traiter la collecter un par un de chaque dossier solaire, parce que c'est insupportable, c'est pas possible. Ils vont devoir multiplier par 200 le nombre de personnes à l'ADEME, mais ils le feront pas. Par contre, on a délégué ça. Budget. On va vous répondre, crise budgétaire. Non, mais parce que c'est un défaut de structuration. Ce n'est pas comme ça qu'on peut structurer un soutien. En fait, on a des organismes de qualification qui sont là pour ça. En photovoltaïque, il y a des audits aléatoires. Plus on est jeune dans la profession, plus on a d'audits. Et ça nous permet de vérifier que les qualités sont au rendez-vous et de ne pas avoir ce problème de qualité, parce que sinon, ils sont exclus. Tout simplement. C'est une dynamique qui est complètement vertueuse, parce qu'on a à la fois de la massification des dossiers et de la qualité des installations. Et massification des dossiers, ça veut dire quoi? Passer de 60 par an à combien de dossiers pour le fonds chaleur, par 600, exemple? Enfin, il faut multiplier par 100, parce que là, je ne sais pas si vous voyez sur le nombre d'installations qui doivent passer pour le fonds chaleur, et plus encore sur les grandes installations. Donc là, on parlait d'appels d'offres,
d'appels à projets. Ça va pas être possible de passer par des appels à projets dès qu'on est à plus de 500 mètres carrés. Enfin, il va falloir vraiment changer d'échelle. On parle de 10 000 mètres carrés au moins pour passer en appel d'offres. En dessous, c'est du guichet, comme en photovoltaïque. Aujourd'hui, on est à 500 kW pour passer en appel d'offres, pas à quelques mètres carrés. J'insiste sur un point d'un mécanisme qui nous paraît fondamental. On parlait du prix du gaz. Aujourd'hui, le prix du gaz, il est à 47 € le mégawattheure en calendar plus 3 aujourd'hui. Bon, je ne sais pas combien il sera demain, c'est peut-être plus encore. On a besoin, parce qu'on est des projets capitalistiques, d'avoir une sécurité financière sur la partie du prix de l'énergie. Le prix de l'énergie, aujourd'hui, on voit qu'il est à la hausse, mais est-ce que dans 25 ans, il est à la hausse ? Personne n'a de boule de cristal. Et donc, ce qui fait la force du photovoltaïque, c'est qu'on a arrêté de dépenser l'argent de l'État en un coup, mais qu'on l'a vraiment étalé sur les 20 ans de l'installation. C'est important pour nous, parce qu'on pense qu'on peut faire gagner à l'État de l'argent, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en photovoltaïque, de passer en complément de rémunération. C'est-à-dire que nous, ça nous donne de la visibilité, sur les 20 ans, en disant, si le prix du gaz est beaucoup moins cher que ce qu'on avait envisagé, vous nous aidez. Si le prix du gaz est plus cher que ce qu'on avait envisagé, c'est nous qui vous aidons. On participe au financement de la France et à l'accélération encore de la pénétration des renouvelables. Donc cette vision de passer d'une aide uniquement forfaitaire, comme on a, à une aide par complément de rémunération, ça nous semble une clé d'un succès de massification. Je vois que Joséphine Izard opine du chef. Vous avez une réaction ? D'abord, sur le plan d'urgence et sur ce qui vient d'être dit. Non, alors sur ce qui vient d'être dit en termes de passage à un complément de rémunération, je ne prononcerai pas sur le changement des règles en vigueur pour le fonds chaleur. Par contre, j'aimerais rappeler qu'il y a aussi des contrats de développement des énergies renouvelables qui sont mis en place par l'ADEME dans le cadre du fonds chaleur et qui paraissent particulièrement pertinents pour massifier la chaleur solaire. Ces contrats sont soit des contrats territoriaux, donc sur l'ensemble d'un territoire, soit des contrats patrimoniaux qui concernent l'ensemble d'un patrimoine immobilier. Et ils permettent à des acteurs de constituer un groupe de projets qui collectivement deviennent éligibles au fonds chaleur. Et donc, il me semble qu'il fallait aussi le mentionner, puisque c'est aussi une des initiatives de l'ADEME en faveur de la chaleur solaire. Alors, ça concerne l'ensemble des énergies renouvelables, mais ce qui est intéressant, c'est que comme il y a un plafond sur la part des installations qui concernent la biomasse, il y a notamment une fenêtre d'opportunité pour le solaire. Voilà. D'accord, merci. Laetitia. Je voulais juste, donc là, je vous ai présenté en quelques mots les grandes lignes de ce plan d'urgence. Je voulais juste vous dire que du coup, concrètement, on travaille à des propositions d'aménagement du texte du fonds chaleur, d'aménagement du texte pour les appels à projets grandes installations solaires thermiques, même de comment on pourrait faire pour que MaPrimeRénov' soit élargi aussi, parce qu'on parlait, Olivier disait qu'il y a certains quand même propriétaires et qui sont exclus du fait de leurs revenus. Enfin, voilà, toutes ces propositions concrètes, on essaie de les chiffrer, proposer, mettre de la data et avoir un argumentaire solide pour être dans un vrai partage de connaissances avec tous les pouvoirs publics qui finalement sont aussi demandeurs d'un changement puisqu'ils ont cette problématique sociale à prendre à bras le corps, cette problématique économique. Et du coup, on a, alors je vais nommer juste les responsables des groupes de travaux. Olivier, vous l'avez vu tout à l'heure, si tu veux te lever, on a Olivier qui est sur la partie de tout ce qui est maison individuelle, qui est donc CEGT est animé par Olivier. On a tout ce qui est grandes installations solaires thermiques avec Hugues qui est à côté. On a Morane, où es-tu Morane, qui s'occupe de tout ce qui est, alors rappelle-moi ton GTCT, je vais pas me planter, c'est tout ce qui est formation, c'est ça, parce que du coup on va avoir besoin d'avoir de plus en plus d'installateurs formés, mais aussi finalement l'écosystème dans son ensemble. Et on a également Daniel, qui est juste à côté de moi, qui s'occupe du groupe de travail sur l'acceptabilité. Donc voilà, si vous voulez rejoindre ces groupes de travaux et écrire avec nous, prendre la plume pour que dans un dialogue avec les pouvoirs publics, on arrive à faire quelque chose qui nous permette d'atteindre tous ces gigawattheures solaires thermiques, vous êtes bienvenus pour travailler avec nous. Non, ça manque de parité un peu, mais messieurs, vous avez vraiment du boulot pour le coup là. Il y a vraiment une montée en charge. Si je prends votre casquette du Alson, vous êtes aussi industriel. Est-ce que vous êtes prête à répondre à ce que vous êtes en train de déclamer, de ce plan d'urgence ? Est-ce que
des lignes de production comme ça peuvent se monter aussi rapidement parce que les objectifs en plus sont très serrés dans le temps. Ça ne sera pas un problème de ligne de production. Nous, on a réussi à doubler la ligne en 3 mois. On peut encore la doubler tous les 3 mois. Donc, y aura pas, nous, on n'aura pas on va dire ce frein-là sur l'accélération du marché. Où vous voyez le frein davantage, honnêtement? Honnêtement, si on reprend l'exemple du PVT, aujourd'hui, si on sait produire de la chaleur en PVT en collectif, typiquement, il est encore exclu par des critères, on va dire 450 kWh par mètre carré. Vu qu'on ne produit pas autant par mètre carré, on est exclu du fonds chaleur pour le moment sur l'aspect, on va dire, simple de chauffe-eau solaire collectif. Donc on a encore des barrières à l'entrée qui sont dans les critères précis. Donc on a vraiment, à mon avis, à travailler sur, on va dire, une vision où toutes les kilowattheures, tous les mégawattheures qu'on peut produire en chaleur, qu'on s'en prive pas. D'accord. Vous avez Joséphine Izard à côté, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Non, effectivement, je pense qu'il y a un développement de la chaleur solaire qui s'annonce à horizon 2030 et à horizon 2050. Et donc je pense qu'effectivement, il est très important d'avoir une vision partagée sur la filière. On compte sur vous. Merci beaucoup. On peut applaudir Laetitia et son enthousiasme débordant. Et on va clore cette table ronde avec un prisme un peu plus international avec Daniel Munier. Vous allez revenir sur une étude, je crois, de l'Agence internationale de l'énergie consacrée à l'acceptabilité à l'avenir du solaire thermique. Vous allez peut-être aussi dire un mot sur ce qu'on venait d'entendre, pour commencer. Oui, non merci beaucoup. Oui. Je vais essayer vraiment de jouer sur les deux aspects. Vous avez vu, je fais partie, je pilote ce groupe de travail sur l'acceptabilité et la communication. Donc, je vais faire un petit peu écho. Je vais présenter même des résultats de notre travail et je vais bien sûr enchaîner derrière sur l'aspect international. Vraiment, il y a deux axes. C'est la première, aussi mon retour d'expérience de bureau d'études de terrain qui va jouxter un petit peu cette notion d'acceptabilité et une notion très importante qui est la confiance. Et des choses plus internationales, mais qui le corroborent assez bien. Et je salue l'enthousiasme de Laetitia. Le constat, il est clair. Même à l'international, il y a ce boom du potentiel dans le mix énergétique mondial du solaire thermique qui est évident à l'aune d'une énergie chère. Simplement, même à l'échelle internationale, et on le verra, on a tous les arguments pour. Simplement, et là je reviens à l'échelon local, il y a absolument besoin de mettre en place des dispositions. Donc on a vu, il y a la formation, il y a d'autres choses, pour donner confiance. C'est vraiment la clé absolument nécessaire première. Donc là, je vais un petit peu vous présenter un certain nombre d'arguments. Le fait que c'est une énergie locale, que dans l'individuel, le particulier, actuellement, il a envie de produire sa propre énergie. On parle à ce moment-là d'autoconsommation thermique. Donc en fait, on a des arguments techniques, économiques, même aussi de qualité, qui sont présents. Simplement, quel est l'élément déclencheur pour l'individuel, pour le collectif, pour les grandes tailles, pour passer à l'acte? Vous allez le voir, on a d'autres aussi arguments. Le fait qu'au niveau environnemental, on a un bilan carbone, notamment ici, vous voyez, une installation collective, où en fait, on est tout à fait dans l'épure en termes de consommation carbone sur la durée de vie de l'installation par rapport à d'autres technologies comme le photovoltaïque. Et même, on voit sur la partie du bas, sur un bilan carbone détaillé pour une grande taille, on est à 12 grammes par kilowattheure. Donc, c'est des données qui sont corroborées par l'international, alors que le photovoltaïque, dans ses meilleurs calculs récents, est à peu près au double. Je vous rappelle, le gaz est de l'ordre de 200 grammes. Donc en fait, c'est un vrai argument aussi complémentaire qui fait écho à ma remarque de tout à l'heure qui concernait la recyclabilité. On a vraiment aussi un atout qui n'est pas que économique, technique, qui peut être aussi environnemental. Alors, hop, juste, voilà. On est recyclable à plus de 95% et on a un temps de retour énergétique à peu près de l'ordre de 1 année à 3 ans. Ça dépend de ce qu'on considère comme mix électrique ou énergétique. Ce qui permet d'être vraiment très très intéressant en termes de performance. Et enfin, le facteur coût, on l'a vu, on l'a déjà dit, on a, même pour une taille relativement modeste, individuelle, on saura et on sait faire de la chaleur à 5 centimes, 50 € du mégawattheure à terme.
et bien sûr, sur les grandes tailles, on est plus faible. Donc simplement, à ce stade-là, moi, ce que je veux vraiment faire passer comme message, et ça fait vraiment écho, prenons l'exemple des grandes tailles, c'est ce concept de complément de rémunération. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que, en fait, on donne les moyens aux maîtres d'ouvrage d'avoir une garantie sur la durée, de ne pas avoir de surprise par rapport à un productible et à des économies. Je rappelle, là aussi, c'est ma casquette internationale, ce complément de rémunération existe. Il a été expérimenté aux Pays-Bas avec un dispositif qui s'appelle SDE+, voire SDE++. Donc voilà, on ne serait pas les premiers à le mettre en œuvre. Et à plus petite échelle, jusqu'à l'individuel, on se doit, en tant que filière, de trouver un moyen. Alors c'est peut-être un sujet qui sera réabordé cet après-midi, pour que systématiquement, un client ait une garantie que son productible va être atteint. Alors, ça peut être par de la vente, ça peut être par une garantie de résultat solaire qu'on a expérimenté il y a plusieurs dizaines d'années. Mais actuellement, et ça c'est vraiment mon retour de bureau d'études de terrain, quand vous allez voir un client, il a un panel, il a plusieurs solutions techniques possibles pour le convaincre sur du solaire thermique. Alors certes, c'est la thermie, c'est des kilowattheures, mais il lui faut une contrepartie. De la même façon, et je pense que Laetitia l'a abordé tout à l'heure, les 98 € du mégawattheure en photovoltaïque en autoconsommation, cette vente de surplus, donc qui est ce complément, en fait, il permet aux banques, il permet aux clients d'avoir cette contrepartie. Et donc, je pense qu'on doit vraiment avoir... Alors, certes, on a des installations qui fonctionnent très très bien, mais il ne faut pas oublier la situation. On a besoin de rassurer, enfin de s'engager sur un bon fonctionnement pendant une durée importante. Voilà. Donc, maintenant, je vais revenir un petit peu à la suite de ma présentation. Qu'est-ce qui me permet d'étayer ça et quelles sont les pistes au niveau international qui permettent de donner des bonnes conditions au développement du solaire thermique? Alors, je m'appuie sur un programme qui s'appelle Solar Heating and Cooling de l'Agence internationale de l'énergie. Beaucoup d'entre vous ont vu des publications, on en a entendu parler, ça fait 25-30 ans que c'est un programme qui marche vraiment très très bien. La France, on est vraiment partie prenante, l'ADEME est traditionnellement très impliquée. On a dans cette salle pas mal d'acteurs qui ont côtoyé ou qui côtoient toujours sur les grandes tailles, sur l'industrie, sur le PVT, sur toute une série de choses. Donc c'est un magnifique forum qui permet de récupérer de l'info au niveau international et de promouvoir aussi notre action et nos belles histoires françaises à l'international. Et qu'est-ce que dit l'international et qu'est-ce que relaie l'AIE? C'est tout simplement qu'on va avoir une perspective à 2050, publication de l'AIE, Net Zero by 2050, c'est 400 millions d'appartements, de logements qui vont utiliser le solaire thermique. Donc à 2030, on est sur quelque chose de très très concret. Alors, comment on va faire? En fait, on a déjà 250 millions équivalents logements qui sont équipés et on a un gap quand même actuellement, on est à peu près 250 millions. On a un gap de 120 millions au moins d'installations qui devront être équipées. Et donc, à l'échelle internationale, les grands leaders que sont l'Allemagne, l'Autriche et un certain nombre de pays, l'Italie, l'Espagne, la France, en fait, on essaye de mettre en place à l'échelle des pays des dispositifs. Ça a été très bien mis en avant par Laetitia et par également la DGEC. Vous voyez ici une publication, la version 2022 de Solar Heating and Cooling, qui permet de recenser, de compter combien chaque pays fait comme effort et se développe. Mais on voit qu'il y a encore ce gap qui est relativement important. À l'échelle de notre programme Solar Heating and Cooling, il y a deux tâches en cours qui sont très très importantes, qui sont en phase de démarrage et qui portent sur l'innovation. On n'a pas du tout parlé d'innovation jusqu'à présent. Le solaire thermique, j'ai envie de dire, c'est un peu la deuxième chambre de mon point de vue. Il y a la qualité, il y a l'engagement d'une part, mais on doit absolument se renouveler. Petite anecdote vraiment très très courte. Semaine dernière, on avait notre réunion à Rapperswil, chez SPF, réunion semi-annuelle de l'AIE. Donc on a visité le banc de test de SPF, qui est quand même la référence européenne en termes de certification en Suisse. Et certains visiteurs qui connaissent le solaire depuis plusieurs décennies étaient quand même un petit peu étonnés par le fait que ce banc de test ressemblait quand même étrangement à ce qui se faisait il y a 20 ans. Donc
d'une part, on a des gens qui sont dans la durée, donc on a beaucoup d'expérience, mais on voit que dans l'innovation, on manque de moyens, on manque de capacité de renouveler, de faire des choses qui seraient un petit peu disruptives. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en fait, malheureusement, on a un facteur à peu près 100 entre l'investissement R&D à l'échelle européenne pour le photovoltaïque et l'investissement européen à l'innovation pour le solaire thermique. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc vous voyez que ça expliquerait beaucoup cela. Alors, qu'est-ce qu'on propose au niveau de SHC pour vraiment essayer de donner une contribution vitale pour le développement du solaire thermique? C'est de se considérer davantage dans un mix de production d'énergie à l'échelle de la maison, du quartier, d'un territoire, dans un mix d'énergie renouvelable variable. Donc c'est vraiment de ne plus considérer le solaire thermique comme un producteur de chaleur isolé qui va injecter son truc et tout le reste autour n'a pas d'interaction. Ça, c'est vraiment une piste très importante, qui est le relais, finalement, la phase suivante. On est prospectif ici, au niveau de SHC. La phase suivante de tout le travail qui a déjà été bâti autour du solaire grande taille dans l'industrie, dans les réseaux de chaleur. Là, maintenant, c'est vraiment de voir entre renouvelables, qu'est-ce qu'on peut faire en complément. Donc, bien entendu, il y a certains parmi vous qui commencent déjà à réfléchir la notion de stockage commun, d'interaction avec les pompes à chaleur, la partie biomasse et toute une série de choses comme ça. Et deuxième volet, et là c'est le dernier, je vais terminer par ça, j'espère que je n'aurai pas été trop long. Non, pas du tout. C'est vraiment de penser le nouveau chauffe-eau solaire, qu'il soit individuel ou collectif, à 2030. Dans cette tâche de l'AIE, on est très très ouvert. On sait qu'il y a un champion qui s'appelle le thermosiphon. Mais ce thermosiphon, pour les acteurs historiques, il a quand même quelques kilomètres au compteur. Il date pas d'hier matin. Et donc c'est comment, alors vous voyez ici un exemple d'appel au digital, comment est-ce qu'on peut repenser le chauffe-eau solaire en 2030, quitte à avoir des idées un petit peu révolutionnaires, mais l'intérêt c'est vraiment, ou l'importance je dirais plutôt pour conclure, c'est qu'en fait on fasse vraiment évoluer notre technologie. Mais alors, quand on a préparé l'intervention ensemble, oui. Vous me parliez d'un milieu de low-tech, de low-cost. Il n'y a pas un paradoxe de parler d'innovation et d'évoquer aussi finalement du low-cost? Oui, mais c'est paradoxal, mais c'est enfantin finalement. C'est que le high-tech doit servir au low-tech. C'est-à-dire que l'embarqué, l'électronique vraiment dotée d'intelligence doit se mettre au service d'un fonctionnement, d'une utilisabilité par le consommateur final qui soit vraiment low-tech. Enfin, qui ait assez peu de risques de panne, mais que par contre, il puisse mieux connaître ce qu'il fait, ce qu'il produit, qu'il soit prévenu si ça ne marche pas. Mais c'est vrai que quand on parle de high-tech, et ce qui a sans doute beaucoup fait de mal au solaire thermique, c'était du high-tech vraiment hydraulique, par exemple. Des éléments qui sont fragiles en tant que tels. Qu'on ait de l'intelligence très élaborée à l'échelle électronique ou en soft, c'est des choses qui, très souvent, existent depuis des décennies dans d'autres secteurs. On peut parler d'électronique utilisée dans les pays émergents. C'est pas du tout contradictoire. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir à la définition de qu'est-ce qu'on considère comme high-tech et low-tech, et de bien conserver l'idée finale qui est en fait la maintenabilité et l'exploitation qui doit être simplissime et résiliente. Vous trouvez que la R&D est trop timide aujourd'hui encore? Il manque de budget clairement dans le solaire thermique sur ce secteur-là? Au niveau de la R&D, de l'innovation, hein. Clairement, mais on est sur un chicken egg, comme on dit dans notre jargon international. C'est que tout simplement, en fait, c'est une technologie qui a du mal à persuader. Donc on revient toujours à la même chose. À partir du moment où on donne confiance, le nerf de la guerre, c'est-à-dire les investisseurs, les business angels, les pouvoirs publics, disent nous on est prêt à mettre quelques dizaines de millions d'euros, quelques centaines de millions d'euros, parce qu'on sait qu'on a pas mal de certitudes sur le retour sur investissement finalement, la prise de risque. En solaire thermique, malheureusement, et c'est pas la première fois, pendant des années et des années, l'Europe a lancé des calls, ça répondait plus ou moins. Quand les projets se faisaient, les résultats étaient mitigés parce que la filière n'était pas capable après de le relayer, malheureusement. Et donc, on est à un moment où, en fait, il y a une vraie défiance. Et donc, vraiment pour avoir une note positive et vraiment surfer sur
l'explication de Laetitia, on a un momentum en ce moment, un élan, un nouveau visage, un paysage énergétique, un cadre tarifaire qui nous permet de dire on est pertinent. Mais comment on va le montrer? Pour moi, c'est ça la question. C'est comment on va le montrer. Ce n'est pas notre pertinence, elle est là, elle est évidente. C'est quels sont les outils qu'on veut mettre en œuvre, quelles sont nos promesses, quels sont nos moyens d'action pour dire là, on s'engage. Et les technologies solaires thermiques émergentes seront essentielles dans le futur, évidemment. Merci beaucoup, merci. On passe à la session questions-réponses. On peut les applaudir, effectivement. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, Gaël Parins. Alors, le micro va arriver. Laura est par là ou pas? Non? Est-ce que je peux me permettre, le temps que le micro arrive, de rebondir sur la question R&D? Parce qu'en fait, moi, j'avais quand même... j'entends ce point qu'il y a peu de financement R&D. Je pense que c'est aussi corrélé au chiffre d'affaires de toute la filière. Ouais. Et donc, c'est sûr que nous, quand on faisait quelques dizaines de panneaux par an, on investissait 50 000 € dans la R&D. Quand on en a fait plusieurs centaines et milliers, on a commencé à avoir encore plus d'investissements. Et maintenant, on est plutôt de l'ordre du million par an. Évidemment, c'est forcément corrélé. Et là, c'est à l'échelle d'une entreprise. Mais à l'échelle de toute la filière, les moyens viendront aussi, parce que quand on a 10% de son investissement en R&D, forcément, si le chiffre d'affaires global de la filière est de quelques millions d'euros, c'est beaucoup moins que si on est sur des milliards d'euros. Donc vous innovez de plus en plus, du coup, parce que votre chiffre d'affaires, absolument. Oui, bonjour. Là, je prends la casquette à Coassen, donc je fais des installations solaires depuis quelques dizaines d'années. J'ai les mains dans le cambouis, et quand j'entends parler de ma prime rénov', là, j'ai traversé le ciel. Sur les 10 derniers, j'en avais 6. Ils n'avaient pas le droit à ma prime rénov'. Donc ça, c'était plus facile. Sur les 4, il y en a un, ça s'est bien passé. Et il y en a 3, j'attends toujours les règlements. Et on est avec des clients très polis, on essaye de mettre les choses au clair. On a appelé ma prime rénov', et là, c'est fantastique la réponse. Monsieur, dans votre devis et dans votre facture, vous mettez raccordement au plancher chauffant et raccordement au radiateur. On ne subventionne pas ça. C'est impossible. On lui explique, mais si vous achetez une voiture 100 €, vous achetez une voiture, mais 100 €, ça va vous servir à grand-chose. Mais nous, on doit raccorder quand même. Ah non, mais on ne paye pas le raccordement. Ce n'est pas possible. Alors, il nous passe après un référent technique. Alors, vous se dit, bon, on va comprendre. La même chose. Alors, soit c'est des débiles mentaux, ou soit ils ne sont pas formés. Mais on est toujours avec ces problèmes-là. Et c'est la trésorerie pour l'entreprise. Moi, ça concerne quand même 10 000 €. Donc, j'ai d'autres actions ailleurs où on a des pics de formation à faire, parce qu'on doit embaucher du personnel. Mais là, c'est lamentable. Il y a beaucoup de dossiers. Donc maintenant, ma prime rénov' sur le chauffage solaire, je ne prends plus de dossiers. Parce que c'est moi qui la paye au niveau de l'entreprise. Alors on est au pays, après, on est débloqué. Mais je passe par des actions où très peu d'installateurs peuvent passer par les cabinets ministériels. Donc, c'est quand même lamentable, quoi. Pour 8 000 €, il faut que vous remettiez de la formation, que vous formez ces gens-là. C'est pas possible. Et je ne suis pas le seul installateur comme ça. C'est le coup de gueule de Gaël Parins. Joséphine Izard. Bonjour. Merci de cette intervention. Je comprends que ça porte sur l'assiette de dépenses éligibles, c'est ça, à la prime pour les systèmes solaires combinés. S'il y a effectivement des soucis sur l'instruction spécifique de ces demandes de primes, je vous invite à nous contacter parce qu'il n'y a rien qui ne puisse pas être résolu avec les services instructeurs. J'ai rien contre vous, je ne vous connais pas, on fait connaissance, mais je suis aussi adhérent à la Fédération du bâtiment et on passe par les cabinets ministériels. Mais peu de gens peuvent arriver à faire ça. Et c'est beaucoup d'installateurs qui sont bloqués. Donc on a des gens précaires. On fait une installation à 20 000 €, 8 000 € pour eux. C'est énorme. Ils ont le premier accord, ils sont contents, ils y vont. Mais comment ils font quand ils n'ont pas la prime, qu'on leur fait un refus? Ça, c'est lamentable. Et ça va bloquer le marché. On ne peut pas continuer comme ça. Et en face, vous dites au début, vous partez pour l'intention, les gens, ils n'ont pas compris. Non, j'ai des gens qui ne sont pas formés et qui sont têtus comme des mules. Donc dès que le dossier est hors code informatique et qu'ils ne comprennent pas, c'est la cata. Donc changez, faites des formations, faites des cellules, faites des choses pour que ça puisse fonctionner, c'est tout. J'entends tout à fait la remarque. Il y
y a des formations, des séances de formation des services instructeurs qui sont organisées régulièrement avec des mises à jour sur un certain nombre d'évolutions. Donc ça rentre tout à fait dans ce cadre. Donc je vous invite vraiment à nous contacter directement parce que ce sera révisé dans le cadre de l'instruction. Par contre, je souligne qu'il y a un guide à destination des professionnels sur la rédaction des factures et des devis et qui précise notamment l'ensemble des dépenses éligibles. S'il y a un souci que vous repérez dans ce guide, n'hésitez pas à nous le signaler. Voilà, non, le guide est très bien. Le guide est bien, mais ça ne va pas sur des... Ils comprennent pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Si vous mettez un conduit de fumée classé, avec un poêle, ils comprennent, ça passe. Mais du chauffage solaire, c'est un peu quand même de la haute couture. On peut raccorder sur des poêles hydro, on peut faire du gaz, on peut faire de l'électrique, on peut faire de la pompe à chaleur. Alors là, c'est fini, quoi. Et s'il y a 2 ans de chauffage avec radiateur et planche chauffant, alors là... Oh là là, oh. Non, c'est pas possible. Non, il y a vraiment un manque de formation. Ou alors vous mettez une cellule avec un numéro, mais c'est... Moi j'ai des cas, hein, je suis pas payé, j'ai quand même 15 000 € d'euros à l'heure actuelle. Hein. Donc j'arrête, hein, je ne fais plus ces clients-là. Tant pis, je suis désolé, j'en ai d'autres, mais on ne peut pas continuer. Sur 10, c'est quand même 40% dans ces cas-là. Donc c'est pas possible. Je crois que ça a été bien compris. La remarque est bien prise et on va en discuter ensemble et on fera évoluer donc à la fois certainement les séances de formation et peut-être d'autres modalités plus techniques. Mais le dispositif MaPrimeRénov' a été mis en place, introduit en 2020 pour les ménages à revenus très modestes et modestes. Il a été étendu en 2021 aux autres catégories de ménages pour un certain nombre de gestes. Et donc c'est vraiment un processus d'amélioration continue qui doit évoluer à l'avenir. Donc voilà, c'est une bonne chose pour le développement notamment de la chaleur solaire en maison individuelle, avec un gros potentiel, à la fois sur les chauffe-eau solaires et sur le système solaire combiné. Et s'il y a un problème identifié avec les systèmes solaires, il sera réglé. Voilà. Donc, vous avez le contact, Gaël Parens. Une autre question? Oui. Juste une question et un commentaire. Richard Loyen, délégué général d'Enerplan. Remercier Joséphine qui est là, parce que c'est notre interlocutrice au niveau interministériel. Et on a enfin une interlocutrice qui prend les dossiers en main. Et on a déjà résolu un certain nombre de problèmes, notamment éviter qu'il y ait des faux chauffe-eau solaires qui se fassent passer par des chauffe-eau solaires pour avoir le maximum de MaPrimeRénov'. On a fermé cette porte-là ensemble. Et voilà. Donc après, on pourra remonter les dossiers. Le chauffage solaire, c'est sans doute plus complexe que toutes les autres solutions où on est plug and play. Et c'est sans doute pour ça que nos conseillers ANA sont perdus. Mais on connaît, aux côtés de Calitonnerre, ce que ça veut dire, une montée en puissance, des gens informés, etc. Donc voilà, on ne va pas les accabler et on peut les faire progresser ensemble. C'est de la discussion et des bonnes fiches pratiques qui seront diffusées. Moi, j'avais une question parce que Daniel, tu nous parles de confiance. Et globalement, la garantie de résultats solaires, on l'a inventée il y a 40 ans. Elle est finalement facile à mettre en œuvre et de plus en plus, parce que aujourd'hui, même un chauffe-eau solaire, il a son compteur d'énergie. On peut voir sur son appli combien on a. Il y a tous les instruments aujourd'hui pour qu'il y ait une garantie contractuelle qui soit portée par les acteurs et que le maître d'ouvrage il sache que quand ça ne marche pas, son plombier ou son exploitant est averti. Donc, qu'est-ce qui nous manque pour ce cadre de confiance, pour finir de le bâtir? Parce que j'ai l'impression qu'on a toutes les pièces. Alors, c'est un sujet qui a été maintes et maintes fois abordé lors d'éditions précédentes. Pour moi, l'important à ce stade-là, c'est qu'on puisse avoir... vous savez qu'une garantie de résultat solaire, c'est un installateur, un bureau d'études, un exploitant et surtout aussi un maître d'ouvrage. Et donc, quand on est un fabricant de panneaux solaires, on va dire, à la fin, en fourniture, à partir du moment où on a dans cette chaîne un ou plusieurs acteurs qui sont capables de le faire, moi je ne vois pas actuellement de verrou vraiment significatif. Simplement, en fait, on est assez peu nombreux en termes déjà de bureaux d'études, d'installateurs à le faire. Donc ça vaudrait vraiment la peine, à mon avis, qu'on fasse une vraie campagne de communication en ciblant aussi les maîtres d'ouvrage, que j'ai quand même mentionné. Pour que ça marche bien, il faut qu'un maître d'ouvrage ait son intérêt et envie d'y aller, que ce ne soit pas voilà, un effet un peu juste d'annonce ou autre chose. Et typiquement, c'est quelque chose, tout à l'heure ça a été abordé, le secteur médico-social me semble être
un secteur qui serait très très bien adressable avec ce type de logique de garantie de résultat. Parce que les installations sont de taille moyenne. On a du mal à aller dans ce secteur avec de la vente d'énergie, c'est trop petit. Par contre, ils peuvent être outillables et c'est un secteur qui a besoin d'avoir un suivi énergétique. Donc, ils ont, comme ça a été dit, leur compteur d'énergie. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, ce serait tout simplement de pousser très fort avec peut-être une sorte de bonus sur lequel, en fait, clairement, on met en avant les équipes, les groupes qui sont capables de mettre en avant cette garantie de résultat solaire, qui serait différenciable d'une solution standard fond chaleur. Et pour rebondir sur l'intervention, on s'est dit problématique de massification tout en préservant la qualité. Moi, je retiens l'idée de ce bonus, si on peut le plaider auprès de l'ADEME, parce qu'il y a une garantie qui est portée derrière par un industriel et un installateur, parce qu'à la fin, c'est ceux qui restent. Ce bonus, il pourrait être, je vais être très 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 concret, il pourrait ne pas être forcément financier, puisque on est très bien aidé en termes d'euros au mètre carré ou en termes d'euros au kilowattheure. Simplement, un bonus, ça peut se présenter sur une simplification administrative. Juste, voilà. Oui, à la fois simplification administrative, parce qu'à partir du moment où il y a une garantie qui est portée, il n'y a pas besoin de regarder s'il y a des poils sur les œufs ou pas, le dimensionnement, etc. Mais y compris le bonus financier, parce que si le marché il est mieux aidé et plus fluide sur des gens qui s'engagent sur le résultat et que les gens qui ne s'engagent pas, ils ont moins d'aide, j'ai l'impression qu'ils vont vite évoluer pour porter une garantie. C'est pas faux. Par exemple, réfléchir à un complément de rémunération sur des installations de ce type-là. En gros, des euros mégawattheure qui permettent de garantir, de lisser un coût de l'énergie sur 20 ans. Tout à fait. Merci de faire le job. Vous vous présentez, s'il vous plaît, monsieur. Si. Oui, pardon. Oui, Bernard Glomont, Texol. Je voulais juste dire un petit mot là, sur la garantie de résultats solaires. C'est que le problème de l'arrêt, entre guillemets, de la garantie de résultats solaires, c'était surtout un problème d'assurance. C'est que les bureaux d'études, entre autres, les installateurs ne sont pas assurés sur une garantie. Ils sont assurés sur des moyens à mettre en œuvre. Et je sais que pour mettre en place des contrats de garantie de résultats solaires, des fois, il y avait un arrêt parce que le bureau d'études disait « moi, je ne suis pas assuré pour ça, donc on ne fait pas ». C'est pour ça que l'on est passé sur des contrats de contrôle de bon fonctionnement qui sont les mêmes choses en termes d'action de vérification, sans les pénalités financières derrière. Maintenant, pour parler d'incitation financière, il y a déjà, dans le cadre, par exemple, des bailleurs sociaux, qui incitent, avec les contrats d'économie d'énergie, leurs exploitants à garantir, vous savez, le petit Q, là, le coefficient de production d'eau chaude sanitaire, qui a déjà une valeur sur la partie énergie fossile, par exemple, ou électricité, et ils sont aussi engagés sur une valeur maintenant sur la partie solaire. Donc ça s'appelle plus garantie de résultat solaire, mais c'est quand même un engagement sur la performance solaire. Voilà. Des commentaires ? Non. Quand on veut, on peut. Voilà. C'est simplement qu'il y a des outils, les problèmes d'assurance peuvent être contournés, parce qu'en gros, après, on transmet la chose, on transmet la responsabilité, mais quoi qu'il en soit, il y a des outils actuellement qui permettent de garantir du kilowattheure. Simplement, les conditions ne sont pas forcément rassemblées pour qu'ils soient visibles et généralisables. C'est toujours cette difficulté. Olivier Gaudin, je ne vous oublie pas, monsieur, et Amandine non plus, je n'oublie pas. Alors pour rebondir sur les évolutions de techno quand même des 10 dernières années, aujourd'hui il y a de plus en plus d'acteurs industriels en France qui intègrent l'autodiagnostic embarqué avec des envois d'emails ou de messages ou de SMS à l'installateur, la société de maintenance et l'industriel, qui font qu'aujourd'hui on a des suivis automatiques qui nous garantissent le bon fonctionnement dans le temps. Donc ça c'est extrêmement important. Et pour la confiance. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est que le solaire permet du low-tech. Je vais prendre un exemple. À Solissart, on a des clients qui sont autonomes en Rhône-Alpes, chauffage et eau chaude. Donc autant vous dire qu'ici, dans le sud, avec l'ensoleillement qu'il y a, on pourrait faire de l'autonomie. Alors l'autonomie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'ont plus de chaudière, plus de PAC,
plus de gaz, plus de fuel, plus de chaudière. Ils ont mis juste une petite résistance électrique en cas de caprice et de sécurité de la météo. Et ça représente, parce qu'il y en a, alors cette année, ils vont faire 0, il y a des années, ils ont fait 50 €. Et pour chauffer une maison à 1000 mètres d'altitude en Auvergne-Rhône-Alpes, 50 €, en moyenne annuelle, c'est 15 €. Et donc, il n'y a plus de chaudière, donc il n'y a plus de panne, il n'y a plus de problème d'approvisionnement en composants électroniques, en quoi que ce soit. Et donc, on a simplifié les installations. Ça devient du low-tech parce qu'on peut arriver sur de l'autonomie énergétique. Je crois qu'on en parlera cet après-midi, d'ailleurs, à travers cet exemple concret. Amandine, regardez, Amandine Ledin, derrière. Bonjour. Monsieur. Donc, Amandine Leden, je suis maintenant dans un bureau d'études qui appartient à un groupement qui s'appelle Manergie. Une question sur le secteur industriel, parce que vous l'avez évoqué depuis ce matin. C'est un secteur un peu particulier parce qu'il va demander des temps de retour qui sont très bas. Et tout ce qui est aide ADEME notamment et façon de travailler des projets ne permet pas d'atteindre des niveaux d'aide qui permettent d'atteindre des temps de retour très bas. C'est pas comme ça dans la filière. On a rarement des temps de retour inférieurs à 10 ans et pour l'industrie, ça ne marche pas, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Merci. Ouais, je veux bien apporter un élément très rapide de réponse. À l'échelle internationale, déjà, ça se pose. En fait, on n'est pas les seuls à être face à ça. Idéalement, l'élément qui est très facilitateur, c'est quand la production de chaleur est rattachée en fait à la partie immobilière en fait du site industriel. C'est rarement le cas, c'est assez peu possible, mais si ça peut l'être, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un site, quand il est vendu, le contrat peut être vendu avec une unité de production de chaleur. Ça peut ne pas être suffisant. Et en fait, c'est un domaine de recherche, et là je m'arrêterai là parce qu'à l'échelle européenne, c'est comment réfléchir à la démontabilité, comment démanteler un démantèlement d'une installation et sa réinstallation à un autre endroit. On sait qu'on est pénalisé par rapport à d'autres technologies, mais ça pourrait permettre justement de pallier ce problème de temps de retour très faible nécessaire. C'est qu'en gros, le propriétaire de l'installation solaire qui vend de la chaleur a la capacité, si l'industriel fait défaut, de pouvoir le réutiliser ailleurs. On sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais ça pourrait être une réponse. Sinon, on a toujours cet antagonisme entre temps de retour très court, manque de visibilité et absolument besoin d'avoir un minimum de termes pour rentabiliser la production solaire thermique. Je vois qu'il y a eu qui se porte volontaire pour aussi apporter un éclairage, mais je voulais juste dire que sur la partie photovoltaïque, on a aussi cette problématique, puisque finalement, on est aussi sur des temps de retour de l'ordre de 10 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution de la personne qui va signer les contrats dans l'industrie et qui n'a pas forcément la même vision que celui qui va être sur le process, qui lui veut des rentabilités à 2-3 ans. Quand on est sur du DAF, qui veut sécuriser une partie de ses approvisionnements, on n'a pas toujours les mêmes questions. Oui, donc Hugues de Fréville, Newit. Donc bon, nous, notre réponse à cette question-là, c'est qu'on investit nous et on vend la chaleur au client, donc dès le premier jour, et c'est moins cher pour lui. Le sujet de la démontabilité, enfin, je réagis à chaud. Daniel, on a travaillé dessus dans un programme de R&D financé par l'ADEME, donc on peut effectivement récupérer des composants. Ça a quand même un coût, effectivement, donc dans les premières années, ça peut être intéressant de récupérer des équipements, mais après, c'est pas si simple comme ça, la partie démontabilité. Je voulais juste réagir et poser une petite question. Donc, effectivement, nous, on est plutôt sur le segment donc, des grandes installations. Donc, merci Laetitia, Daniel, vous avez bien parlé du plan d'urgence solaire. Effectivement, je ne reviens pas sur le sujet de complément de rémunération dont vous avez bien parlé, mais au-delà du fait que ça existe à l'international, comme tu disais, Daniel, ça existe en France, ça existe pour la biomasse. Donc nous, ce qu'on demande, c'est juste qu'il y ait une égalité de traitement entre filières et qu'effectivement, notre filière, qui est vraiment toute jeune, on le voit aujourd'hui, c'est une belle assemblée, mais encore relativement petite. Et notre objectif, c'est que dans quelques années, on soit 10 fois plus et qu'on soit dans le zénith avec plus de personnes. Et ma question, c'était justement pour les grandes installations. On voit que c'est vraiment très différent. On n'a pas les mêmes enjeux que les petites installations. Et donc, je pense que, ne serait-ce qu'au niveau de la PPE, il pourrait être pertinent d'avoir un objectif
distinct, spécifique pour les grandes installations. Ce que j'appelle grandes installations, c'est au-dessus de 1000 m², parce que c'est comme ça que c'est écrit dans notamment les appels à projets de l'ADEME. Voilà, je ne sais pas si j'aurai une réponse, mais ce que vous en pensez, Madame Isard. Merci beaucoup, Hugues. Joséphine Isard, allez-y. Ça peut faire partie de la discussion. Il y a des filières comme la géothermie, par exemple, qui distinguent la géothermie de surface et la géothermie profonde. Souvent, ça ne correspond pas aux mêmes puissances installées, ni aux mêmes profondeurs. Donc, effectivement, pour l'instant, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en vigueur, on a un objectif solaire thermique qui agrège en fait l'ensemble de la filière. Voilà, à discuter dans le cadre des travaux pour la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Hervé Druyon, Inès. C'est juste une suggestion pour Enerplan et Laetitia sur la présentation. Moi, je trouve très bien de présenter les milliers de mètres carrés qu'on va installer par typologie. Je pense que les gigawatts, par contre, sont moins parlants. Ça serait peut-être pas mal de mettre des mégawattheures produits et des équivalents logements. En termes de communication et de vulgarisation, je pense que ça serait pas mal. Voilà, juste une remarque. Voilà, elle sera prise en compte. On a eu des gros débats sur ce sujet, mais c'est pas fini parce qu'en fait, on voulait mettre les trois. Et on s'est dit c'est vraiment imbitable comme tableau. Donc on va faire des deux. On reste sur ce mot. Donc imbitable. Eh bien, écoutez, c'est pause café pour tout le monde. Et merci beaucoup. Et on se retrouve dans 20 minutes pour les territoires au cœur des dynamiques. Voilà, avec une première partie dédiée au retour d'expérience.